Alors, merci, Madame Fouché-Court. Nous serions maintenant prêts à passer à la période de questions. Je vais vous demander de vous présenter d'abord. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'être filmé, c'est le moment de le souligner quand vous allez adresser vos questions. Et je vais vous demander aussi de m'adresser vos questions parce que j'espère que la plupart de vos questions aujourd'hui vont s'adresser aux toxicologues, mais il y en a qui pourraient s'adresser à Minarno, donc on les redirigera en conséquence. Merci. Bonjour. Pour nous autres, ce serait important, si c'est possible, d'avoir le document. Peut-être vous approcher un peu plus puis vous présenter. On se connaît, là, mais... Je vais m'approcher. Approchez du micro. Parce qu'on n'entendait pas bien. OK. Peut-être le relever un peu. Excusez. Approchez-vous, ça ne me dérange pas. C'est correct. Oui. Non, pas trop, par exemple, pas trop. OK. Allez, ça arrive bien qu'une fois par année. OK. Nous, on aimerait savoir quand est-ce qu'on va avoir le document. Le document, à la sortie tout à l'heure, il va être en ligne. Là. Il est actuellement en train d'être mis en ligne sur notre site Web. OK. Vu qu'on n'a pas le document, il y aurait beaucoup de questions à poser, mais je vais essayer d'être court et bref parce qu'il y a beaucoup de monde en arrière. En tout cas, je pense. Ça fait que, OK, je vais y aller par juste un exemple, les PM 2.5 qui ont été mesurés de manière sécuritaire. Ce que vous présumez, je pense. OK. Vous avez pris les stations d'échantillonnage, la station d'échantillonnage de Minarno qui était à 800 mètres dans le bois, si je comprends bien. Donc, c'est une méthodologie de limitation des interférences locales. Vous êtes d'accord avec ça? Pouvez-vous répéter la question? OK. J'ai de la misère. Hein. Je ne sais pas ce que c'est moi. Là. Ouais, OK. Ouais, comme ça. Tu es correct comme ça? Oui. Je m'excuse. OK. Nous, ce qu'on sait du projet, c'est que le seul capteur d'air, la station d'échantillonnage, a été pris à 800 mètres dans le bois. Ça veut dire 800 mètres au nord de la route 138 pour la mesure des PM 2.5. OK? Les citoyens résident au niveau de la route 138. OK? Donc, la méthodologie de la limitation des interférences locales, vous connaissez ça. OK? Ça veut dire que tu t'éloignes de la source de proximité pour calibrer. Donc, est-ce que vous considérez que le fait d'avoir été pris à 800 mètres dans le bois, ça peut mettre le fait que l'incertitude soit plus grande au niveau des données que si ça aurait été pris au niveau de la 138, parce que les gens demeurent au niveau de la 138. Donc, les facteurs ou les polluants devraient être supérieurs à ce qui a été émis à 800 mètres. Vous comprenez la question? OK. J'ai très bien compris la question. OK. Est-ce que ça marche? Oui, Il faut que je me mette plus proche. Je voudrais d'abord préciser que là, ça sort un peu de mon champ d'expertise. Moi, je ne suis pas spécialisée en échantillonnage de qualité de l'air. Ça fait qu'on s'en remet à l'expertise du ministère de l'Environnement qui a établi ce plan d'échantillonnage avec Minarno. Ça fait que pour nous, si le ministère considère que ça a été fait dans les règles de l'art, bien, pour nous, c'est acceptable comme ça. C'est sûr qu'après, il y a toujours, ce que vous mettiez à un endroit ou à un autre, il y a toujours des petites variations qui vont avoir lieu, mais je ne pense pas que ça ait un impact très important sur les résultats. D'autant plus que nous, on a utilisé les valeurs maximales qui avaient été mesurées et qui ont même été majorées par le ministère de l'Environnement. Puis ces valeurs-là sont tout à fait semblables à ce qu'on retrouve dans des situations, dans des zones rurales. C'est même une meilleure qualité de l'air là que dans certaines zones rurales. Fait que je ne pense pas que ça ait un impact sur la conclusion, qu'on soit mis à 800 mètres ou à 400 mètres ou plus proche. Mais comme je vous dis, ce n'est pas mon champ d'expertise. Ça fait que je ne peux pas vraiment commenter sur la qualité du niveau de l'analyse de qualité de l'air qui a été faite. Juste pour vous préciser, là, quand vous êtes sur le bord de la 138, c'est pas la même chose que quand vous êtes dans le bois. Il y a une distance, donc c'est significatif. Et quand vous dites que le ministère a majoré, c'est parce que ça n'a pas été mesuré pendant toute l'année, donc pendant 5 mois. C'est pour ça que le ministère a mis un facteur de risque. Ce n'est pas parce qu'il a été gentil. OK, on va changer de sujet parce que... Ceci dit, je peux aussi compléter le fait que les risques à long terme qui ont été calculés avec des concentrations mesurées sur une année ont été utilisés avec le teneur de fond qui a été mesuré à cette île et qui est 2 fois plus élevé que celle qui a été mesurée dans ce secteur-là. Ça fait que... OK, vous avez pris les chiffres de cette île? Pardon? Vous avez pris les chiffres de cette île? Pour la concentration annuelle, oui, c'est 5 microgrammes. Vous allez tout nous mettre ça dans le document pour qu'on peut analyser. Tout est dans le document. OK. Deuxième question, si vous voulez. Si je peux-tu... Oui, tout le monde est d'accord? OK, c'est correct?
Oui, Catherine, tu es d'accord? Bon, d'accord. OK. C'est au niveau, c'est surtout ça, c'est un des problèmes principaux de votre étude, ce qu'on présume, là, puis si vous allez nous répondre sur ça, c'est au niveau de l'exposition, OK, en tant que tel, l'estimation de l'exposition, sur le point 4, les lignes directrices. Vous savez, il y a des questions qui ont été posées au BAP par rapport dû au fait que dû au fait qu'il y a une discussion entre les experts d'Environnement Canada et les experts du MDDFP, considérant que les mesures d'atténuation ont été surestimées. Okay, selon Environnement Canada, le MDDFP a considéré que c'était correct. Okay, je ne sais pas si vous êtes au courant de la situation, probablement que oui. Vaguement, OK. C'est pas important pour vous, OK, c'est correct. La direction de la santé publique a pris position en disant que ça doit être un modèle le plus conservateur qui s'est mis. Donc, ce serait le modèle d'Environnement Canada. OK? Donc, dans les directives, c'est bien défini le fait que pour que l'exposition en tant que telle, l'estimation de l'exposition doit toujours être définie selon les limites, les incertitudes, parce que vous n'êtes pas une spécialiste dans le domaine. Donc, il y a un quiproquo au niveau des experts et la DSP a tranché au niveau d'Environnement Canada. Donc, on aimerait savoir, vous avez pris le modèle du MDDFP. Okay. Nous, on a pris les résultats de modélisation de dispersion atmosphérique de Génivard publiés en juin 2013. C'est ça, la version de juin 2013. Je ne suis pas spécialement au courant des débats qui ont eu entre différents types d'experts. Pour nous, c'est la seule étude qu'on peut prendre dans la mesure où c'est celle qui est acceptée par le ministère de l'Environnement. Après ça, comme je vous dis, ça sort de mon champ d'expertise. Je ne peux pas juger qu'ils ont pris la bonne ou pas la bonne valeur. Là, je ne peux pas juger de ça. Pour nous, c'est des données qui sont les plus fiables qu'on peut avoir. OK. Ça veut dire que vous n'avez pas pris aucunement en considération ce qu'Environnement Canada disait face au MDDFP, puis ce que la DSP disait aussi. Parce que l'idée, c'était au niveau de modèle de base de la modélisation de dispersion atmosphérique. C'était pas puis qui définit aussi l'évaluation des risques toxicologiques. Donc, ce n'était pas quelque chose d'anodin. C'est très central. C'est pour ça qu'on l'a posé au BAP. C'est pour ça que le BAP l'a posé, le président l'a posé, pour clarifier. Et la DSP a clairement dit, on veut avoir le modèle le plus conservateur. Donc, il était du bord d'Environnement Canada. Mais ce que Minarno a fait, c'est aller de votre bord. Okay. Dans le bord, vous avez tranché du bord. Bien, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais il faut quand même faire attention parce qu'un modèle de dispersion atmosphérique, c'est extrêmement complexe. Il y a beaucoup d'intrants qui sont utilisés et on ne peut pas s'arrêter juste sur un intrant. Il faut tenir compte du fait, un peu comme dans notre étude, des fois, ça peut arriver qu'il y a une hypothèse qui est plus conservatrice, plus prudente ou extrêmement prudente, puis une autre qui l'est un peu moins, mais dans l'ensemble, on multiplie toujours le niveau de prudence. Ça fait qu'on arrive à des choses qui sont vraiment extrêmement prudentes. Par exemple, dans le modèle de Génivard, ils considèrent que les particules ne retombent jamais. Ouais. Ça, c'est irréaliste, c'est impossible. Les particules, elles retombent. Ouais. Alors, quand on combine des hypothèses comme ça qui sont super archi-prudentes avec des hypothèses un petit peu moins, mais ça finit par faire un juste milieu. Ça ne veut pas dire que les résultats ne sont pas bons. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas encore prudents. Mais c'est juste qu'il arrive un moment où si on combine uniquement des hypothèses impossibles, on arrive à calculer n'importe quoi. Non, mais, alors, il faut faire attention dans ce genre de... Oui, mais il faut faire attention aussi de l'autre côté aussi. C'est que Minarno, en tant que tel, Génivard n'a pas calculé aussi la remise en suspension des particules. Okay? C'est un facteur aussi puis, qui n'a pas été calculé. T'sais, on pourrait s'amuser aussi à jouer sur ça. Moi, je vous parle de quelque chose... Quand vous prenez une décision, c'est bien dit dans les lignes directrices que vous devez définir votre hypothèse d'incertitude par rapport à ça. Est-ce que vous l'avez fait? C'est ma question est simple, c'est ça. Si vous ne l'avez pas fait, me dites que non. Nous, en ce qui nous concerne, oui, il y a plusieurs pages de discussion sur l'incertitude et c'est justement ce qu'on appelle l'examen. OK, ça va être dans le rapport? L'examen approfondi des résultats, c'est justement toute cette discussion-là. OK, ça va être dans le rapport? Oui. OK. Dernière petite question, vite. OK. Parce qu'on va lire le rapport, puis on va parce que on lisait les lignes directrices, puis on s'est aperçu qu'en général, c'était... Puis on comprend, le projet va être 28 ans là, pour le cancérogène, mais en général, il disait 70 ans pour être encore plus sécuritaire. C'est que tout dépend dans quel contexte on fait l'étude. Si, par exemple, vous faites une étude de risque pour un terrain contaminé existant, on va considérer que les gens vont être exposés pendant toute leur vie parce que le terrain, il va rester tel quel. Donc là, si vous vivez là 70 ans, bien, vous êtes exposé pendant 70 ans.
Quand on parle d'un projet à durée limitée, comme ici d'un projet de 28 ans, on ne peut pas être exposé quand le projet est terminé puisqu'il n'émet plus. Donc là, on considère que la durée d'exposition est de 28 ans, mais on considère que les gens vivent 70 ans et que les effets peuvent survenir 20 ou 30 ans plus tard. Donc, c'est tout à fait classique là, en analyse de risque. On tient compte, ça va dépendre du type de projet qu'on évalue en fait. La durée va s'adapter à la durée du projet émetteur. OK. Petite dernière, vite. OK? C'est pour clarifier les choses pour les gens en arrière, même ça. Quand c'est cancérogène, okay, c'est juste le projet qui est analysé, non le bruit de fond, okay, que vous avez. Et exact. non quand oui, si vous voulez, c'est ce que les lignes directrices de l'Institut préconisent. En fait, il y a une raison très simple. Je vais reprendre pour les gens qui ne sont pas au courant de ça. Quand on évalue les risques de cancer, on calcule les risques liés au projet tout seul. On n'inclut pas le risque lié à l'exposition existante. La raison, elle est très simple. C'est que le niveau de cancer dans la population en général, vous allez peut-être avoir peur du chiffre que je vous donne, mais c'est de l'ordre d'une personne sur 3. Le niveau de risque, oui, le niveau d'incidence de cancer. Donc, une personne sur 3, en termes de probabilité, va développer et va peut-être mourir d'un cancer. Quand on évalue un risque, le niveau qu'on juge négligeable, que l'Institut juge négligeable, c'est 1 cas sur 1 million. Ça fait que là, on a comme 300 000 fois moins de risque qui est permis. Alors, si on tenait compte de l'apport du projet versus le niveau de risque existant, on ne le verrait même pas. C'est 0,00000 quelque chose de différence. Alors, c'est pour ça qu'on évalue le risque sur ce niveau-là. Et je ne sais pas si on m'entend quand je le mets loin. En plus, le niveau de risque de cancer permis au Québec, c'est le plus sévère sur la planète. Au Canada, ailleurs au Canada, c'est 1 cas sur 100 000, donc c'est 10 fois moins sévère. Et aux États-Unis, on va même jusqu'à 1 cas sur 10 000, donc 100 fois moins sévère. Alors, vraiment, l'Institut national du Québec là, est extrêmement sécuritaire. Quand on est capable de dire que le risque négligeable de cancer, c'est que vraiment, il n'y en a pas. Et puis, non cancérigène, là, vous mettez le bruit de fond plus le projet. C'est ça. Quand c'est les risques d'effets non cancérigènes, on tient compte de l'ensemble de l'exposition. Je vous remercie. Merci, M. Bouchard. Merci. Bonjour, Louise Gagnon. Bonjour. Regroupement pour la sauvegarde de la Grande Baie de Sept-Îles. Vous avez mentionné 4 métaux qui étaient problématiques, le fer, le manganèse, le nickel et le vanadium, qui étaient potentiellement, en tout cas, plus problématiques que les autres. Je reviens à une hypothèse d'Environnement Canada. Environnement Canada, ce que Ménarneau a considéré, c'est que 91 % des particules produites par le routage, puis le routage, c'est le principal contributeur de poussière. Ce n'est pas les explosions, ce n'est pas la fosse, c'est le routage. Donc, 80 % des poussières, j'utilise le terme poussière, en général, c'est le routage. Ménarneau a dit que 90 % de la poussière va retomber, 91 %, donc 9 % va rester dans l'air. Une hypothèse plus prudente, celle qui a été utilisée à Cisco, c'est 80 % vont retomber, donc 20 % vont être émises dans l'air. Ce qui veut dire que c'est 2,5 fois plus de poussière. Ce n'est pas un détail, là, c'est 2,2 fois plus de particules dans l'air. Quand on tombe avec les métaux sensiblement un peu plus problématiques, fer, manganèse, nickel, vanadium, est-ce que vous considérez encore que c'est une hypothèse prudente d'avoir pris ce scénario-là? Puis, encore une fois, ce n'est pas le scénario que la Direction de la santé publique a recommandé. En fait, je ne voudrais pas rentrer dans trop de détails parce que ça peut devenir assez compliqué. Mais oui, je suis quand même confiante dans ces résultats-là pour les raisons que j'ai déjà expliquées tout à l'heure, que ce n'est pas le seul paramètre. D'un autre côté, nous, quand on en arrive à tirer la première sonnette d'alarme, on a encore des marges de sécurité qui sont importantes. Alors, quand on a fait l'examen approfondi puis qu'on a été voir de plus près de quoi il s'agissait, on arrivait à des marges de sécurité suffisantes pour être capable de dire qu'il n'y avait pas de risque négligeable. Donc, pour vous, un facteur de 2, c'est beaucoup. Pour nous, en analyse de risque, un facteur de 2, c'est pas énorme, c'est même petit.
Donc, Pour nous, c'est du même ordre de grandeur. 2 fois plus de particules dans l'air, alors qu'ils sont limites, d'après ce que j'ai compris, ça Ouais, n'est pas mais comme- suffisant pour faire Non, c'est ça. dépasser la C'est limite. ça. On est encore dans une marge de sécurité avec laquelle on est confortable, effectivement. Fait que je peux Même pour les comprendre- personnes vulnérables. Oui, je peux comprendre que ça paraît difficile à comprendre comme ça, mais oui, effectivement, on n'a pas d'inquiétude du tout pour les métaux. Donc, en tant que spécialiste, vous avez pas d'inquiétude pour les personnes qui restent proches au Non. niveau de ces métaux-là? Non. Parfait. Merci. 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 Stéphanie Prévost, Corporation de protection de l'environnement. En fait, ma question devrait s'adresser pas mal plus à Amine Arnaud. Lors des audiences du BAP, quand vous avez parlé d'études toxicologiques, le commissaire vous a demandé de vous arrimer avec la direction de la santé publique. En fait, je voulais savoir si ça avait été fait. Madame Hardy. Écoutez, là, faudrait. Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, par C'est que rapport à la... lors des audiences du BAP, quand Amine Oui. Arnaud a annoncé son étude de risque toxicologique, Oui. à un moment donné, dans le débat entre les intervenants, M. Zayed, le commissaire, a demandé à ce que le promoteur discute et s'arrime avec la direction de la santé publique concernant les paramètres et la méthodologie pour l'évaluation des risques toxicologiques. Parce qu'effectivement, M. Bouchard a raison, Mme Gagnon aussi, il y avait vraiment, j'aime pas dire une guerre d'experts, mais entre ce que la Santé Canada disait et le gouvernement du Québec, c'était pas pareil. Donc, il a suggéré que le promoteur discute avec la santé publique. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si ça avait été fait. Bien, écoutez, l'étude toxicologique, c'est basé sur la modélisation atmosphérique de Génivard. Donc, cette étude-là a été jugée recevable par le ministère. Donc, on ne refaisait pas l'étude de modélisation atmosphérique. Donc, nos experts se sont basés sur cette étude-là. Alors, puis, il y a une méthodologie bien précise à suivre pour l'étude toxicologique. Donc, non, je ne crois pas qu'il y ait eu de discussion avec la DSP pour l'étude toxicologique en tant que telle. Merci. Bonjour, bienvenue à cette île. Régent Parlier. Moi, je voulais juste savoir si l'aspect de l'eau potable, la source d'eau potable, au niveau de l'étude toxicologique, si on a tenu compte, si on a fait une étude par rapport à ça. Puis, j'ai cru comprendre que c'était surtout au niveau des gaz des camions qui étaient considérés au niveau des gaz. Mais au niveau des explosions, est-ce que c'est le dynamitage, est-ce que les gaz des explosions ont été pris en considération quelque part au niveau de l'étude? Merci. OK, donc si je comprends bien, il y a 2 questions en une. Je vais commencer par la deuxième. La réponse est plus facile. Oui, je l'ai dit, je pense, au début. Ce qui a été pris en compte dans la modélisation de dispersion atmosphérique, ça incluait toutes les sources d'émissions de poussière et de gaz. Pour ce qui est des gaz, c'était tous les équipements routiers et autres équipements à moteur et le sautage. Et pour les poussières, ben, c'était la même chose finalement, tout ça. Pour la première question, la question de l'eau potable, oui, ça a été pris en compte, je vais dire indirectement, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'étude d'impact de Roche, je pense 2012, précisait qu'il n'y avait pas d'impact attendu sur la qualité de l'eau qui est puisée dans le lac des Rapides, si je ne me trompe pas. Donc, on n'avait pas d'estimé de modification de la qualité de l'eau potable. Ceci dit, on en a tenu compte dans l'exposition existante ou initiale, c'est-à-dire le bruit de fond, si on veut. Ça fait qu'on a considéré que les gens buvaient de l'eau potable de cette île. Et on n'avait pas reçu à ce moment-là de l'étude les concentrations qui ont été réellement mesurées dans l'eau potable de cette île. Alors, on a appliqué les limites réglementaires au Québec dans cette eau-là.
Et quelques semaines plus tard, on a reçu les données de mesure de qualité de l'eau faites à cette île que les gens de la ville nous ont envoyées. Et on s'est aperçu que ces concentrations mesurées étaient jusqu'à 125 fois plus faibles que celles que nous, on avait rentrées dans nos modèles. Alors, ça veut dire qu'on a une bonne marge. On a estimé ce qui est mesuré maintenant. Mais même si c'est possible, je ne le sais pas, s'il y avait un impact quelconque avec une augmentation des concentrations de métaux dans l'eau, on aurait une bonne marge de sécurité parce qu'on en a tenu compte de façon exagérée en utilisant les valeurs limites réglementaires. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Peut-être en complément, Santé publique, là, dans son mémoire déposé au BAP, parlait de prévoir un plan B pour la source d'eau potable. Donc, ce que j'en comprends, ça n'aurait rien à voir avec la question des risques toxicologiques. Ça, c'est pour d'autres raisons. Je ne peux pas répondre à votre question. Je ne suis vraiment pas au courant de ça. Parfait, merci. Mathieu McKenzie, conseiller au conseil de banque de Ouachette-Malottenam. Je regarde, moi, ce qui me préoccupe un peu, c'est tout l'aspect traditionnel que nous, la communauté, on fait là, dans la région, tant ce qui a trait à la chasse à l'outarde, la bernache, le poisson, le lièvre, toutes les activités qu'on peut faire. Je vois que vous avez tenu compte du lait maternel puis tout ça. Est-ce que vous avez tenu compte des activités traditionnelles de la communauté qui peuvent exercer dans le secteur, là? On a tenu compte de la consommation de végétaux, de fruits et légumes, donc ça peut inclure des bleuets, des framboises, toute autre chose, mais on n'a pas tenu compte de la chasse, effectivement. Comme l'outarde, s'il y a 20 % de particules dans les airs, je ne sais pas, l'outarde, ça vole dans les airs, me semble. Tu réponds? C'est juste qu'il n'y a pas 20 % de particules dans les airs. Même si l'outarde passait au milieu du projet, l'outarde ne passe pas sa vie là non plus. Là. C'est sûr qu'on ne l'a pas évalué, mais d'un autre côté, on n'a pas non plus pensé que ça pouvait être quelque chose d'important par rapport... Parce qu'en fait, on se met toujours dans la pire situation en se disant, si dans la pire situation, on n'a pas de problème, dans une situation qui est plus éloignée, où il y aura moins d'exposition, on est sûr qu'il n'y en aura pas non plus. Mais ça n'a pas été évalué. Merci. Marjolaine Bezeau. Je veux revenir sur la question de M. McKenzie. C'est parce qu'il y a de l'eau aussi qui va aussi passer soit dans la rivière Hall ou la rivière Rapide, puis il va y avoir quand même aussi de l'eau qui passe dans plusieurs ruisseaux. Est-ce que ça a été tenu compte? Parce qu'il y a pas le caplan, mais la pêche à l'éperlan, la pêche blanche, et on sait que beaucoup de canards et d'autres espèces aviaires se nourrissent de cette faune, de ces poissons-là, et l'être humain aussi. Est-ce que ça a été tenu compte dans l'étude toxicologique? Non, on a tenu compte uniquement de ce que je vous ai présenté, là, qui était vraiment l'exposition directe des résidents, incluant la consommation de fruits et légumes. Pour ce qui est du reste, non, ça ne faisait pas partie du mandat qui nous a été donné. D'accord, merci. Russell Tremblay de Développement économique Sept-Îles. Dans les derniers mois, il y a beaucoup de questions de citoyens qui étaient inquiets par rapport aux modélisations, qui les trouvaient trop roses, disaient que c'était pas les bonnes modélisations. De par votre expérience, est-ce que vous trouvez que... Il faut que je m'adresse à Mme Jourdain. Est-ce que les gens ont trouvé que c'était des résultats qui semblaient à l'eau de rose, ou c'était vraiment des résultats qui semblaient logiques avec toute leur expérience qu'ils ont vue dans d'autres projets similaires? Finalement, c'est pour moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai déjà travaillé plusieurs fois sur des projets mini, notamment un qui ressemblait à celui-ci. L'étude, pour moi, elle est acceptable parce qu'elle a été faite selon les lignes du ministère. Elle a ses limites parce que c'est une étude, comme n'importe quelle étude, il y a toujours des limites.
Mais moi, j'ai pas de questionnement particulier sur ce qui a été fait pour cette étude-là. Si on avait eu quelques doutes que ce soit dès le départ, on en aurait fait part et on aurait essayé de changer les choses, mais là, ce n'était pas le cas. Les hypothèses sont clairement énoncées, elles ont été acceptées par le ministère. Alors après, c'est un débat d'autres experts, je ne rentrerai pas dans ça, mais pour moi, l'étude était correcte. C'est bon, merci. Bonjour, M. Michel, conseiller en environnement pour ITOM. J'aurais peut-être un commentaire avant de commencer. Je sais que je me rappelle lors du BAP, là, M. Zayeb nous avait dit qu'on avait posé la question sur les activités traditionnelles, que Minarno allait nous répondre là-dessus par rapport aux activités traditionnelles. Mais là, j'ai vu que ça ne répondait pas à la question. Ma question, c'est que concernant la silice cristalline, est-ce qu'il va y avoir un rapport d'études géologiques concernant ça? S'il y a des... Vous pouvez continuer si vous avez... non, parce qu'il y a d'autres formes de silice, mais je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de silice cristalline tout le gisement ici. Non? Alors, je ne pourrais pas m'étendre sur la question, c'est un point de vue géologique. Je vais passer la parole à Caroline. Je voudrais juste vous dire que l'étude d'experts fait partie de notre étude. Elle est à l'annexe A de l'étude. Fait que vous pourrez la consulter. Les explications géologiques sont dedans. Puis peut-être Caroline, qui a une formation en géologie, veut expliquer ça, mais moi, je ne m'y lancerai pas. Écoutez, je n'entrerai pas dans les détails. La lettre de l'expert est annexée au document. Et c'est vraiment, on parle d'une incompatibilité pétrologique. Donc, la roche dans laquelle se trouve le gisement, c'est une troctolite à olivine et feldspath. Et il y a incompatibilité entre l'olivine et la silice cristalline ou le quartz dans une forme bien particulière là, qui représente la silice cristalline. Donc, c'est vraiment une incompatibilité pétrologique. Mais la lettre est dans le document. OK, il y a seulement une lettre. Puis vous parlez qu'il va y avoir des résidus des cellules de fer titane. Ça ne contient pas de silice? Pas la silice cristalline, non. OK. J'aurais peut-être une autre question. Concernant, toujours par rapport aux activités traditionnelles, est-ce qu'on a tenu compte de la bioaccumulation dans les animaux? Parce que nous autres, on fait partie de la chaîne alimentaire. Puis les derniers à avoir consommé les animaux, c'est nous. Puis normalement, au fil des années, les animaux vont avoir accumulé des substances, des contaminants. Est-ce qu'on a tenu compte de la bioaccumulation dans vos études? Oui. Ça rejoint l'autre question de tout à l'heure, puis j'ai répondu un petit peu rapidement. C'est vrai qu'on n'a pas tenu compte dans les modélisations de la bioaccumulation, etc., des animaux dans la nature qui pourraient être consommés, chassés, etc. Par contre, ce n'est pas vrai qu'on n'en a pas tenu compte du tout. C'est-à-dire qu'au début, quand on a commencé l'étude, au tout début, on commence toujours par faire un portrait de la population et la communauté a été prise en compte dans notre étude. En fait, on l'a prise en compte dès le début. Mais comme nous, on travaille beaucoup avec des problématiques québécoises qui sont des problématiques d'industrie souvent minière et d'industrie où on a des fonderies, des industries où on a des très fortes concentrations en métaux parce que c'est les métaux qui sont extraits et que ce n'était pas du tout la problématique de Minarno parce que c'est pas un endroit où on va venir chercher des métaux. Donc, même si on peut s'inquiéter quand il y a des poussières qui se soulèvent, qu'on respire les métaux qui sont contenus dans ces poussières, en réalité, pour nous, on n'a pas une inquiétude comme quand on a une fonderie à Sudbury ou à Murdochville où on va avoir un relargage de métaux très important qui va faire que ça va être tout l'écosystème qui va finalement être exposé à ces concentrations-là. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas tenu compte dans l'étude, mais par contre, c'est entre autres parce qu'au départ, on n'a pas jugé qu'il y avait vraiment un risque d'accumulation important dans l'étude. Et l'étude a vraiment été focusée sur les effets des émissions sur la santé humaine.
OK. Non, parce que, juste pour compléter, en complément, je vais terminer avec ça. C'est que vous parlez de poussière, mais c'est ça, de 20 plus 20 à chaque année. Là, quand nous autres, on consomme à la fin l'animal, là, au bout de 20 ans, on va être exposé à plus que 20 là. C'est mon commentaire. Je voudrais revenir à l'effet des particules fines, les PM2.5. Vous avez considéré l'effet cancérogène, c'est ça? Puis l'effet à court terme, donc vous dites 99,9 du temps, il n'y a pas de problème. C'est bien ça? Quand vous dites que, quand vous considérez ça, vous continuez à dire que vous avez utilisé des hypothèses prudentes pour arriver qu'à 99 du temps. Mais il y a des choses qui ont... Je ne reviendrai pas sur les 2,2 fois plus, mais il y a d'autres éléments qui ont comme... Ménarneau va faire des agrégats de la pierre concassée, ça n'a pas été considéré. Il y a d'autres éléments qui n'ont pas été considérés. Vous continuez à maintenir que c'est des hypothèses prudentes? C'est-à-dire que c'est votre jugement d'expert de prendre en compte... parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de ces choses-là. Ça fait des mois qu'on discute avec Ménarneau du 80 depuis la sortie le 3 mai d'Environnement Canada sur ces questions, qu'on discute d'hypothèses prudentes, de scénarios conservateurs. Ça fait des mois qu'on en parle. Vous continuez à maintenir que c'est une hypothèse prudente, entre autres pour les PM2.5, l'effet cancérogène. C'est ça ma question. Je vais décortiquer un petit peu votre question. Oui. Je peux pas revenir sur l'étude d'experts qui a été faite par Génivard sur qu'est-ce qu'ils ont mis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas mis. Je ne suis pas suffisamment expert dans ce domaine pour savoir si ça a été bien complété ou pas. Étant donné que ça a été accepté par le ministère, pour moi, je considère qu'ils ont dû prendre tout en compte. Ça fait que je ne peux pas vraiment revenir discuter de ça. Le deuxième point, effectivement, il faut faire attention. Vous avez soulevé le 99 oui. Que ça dépasse. Bon, courte durée, là. Ouais, oui, c'est ça. Bon, faire attention, là, on parle de la concentration calculée maximale. Quand on parle du 99 c'est parce qu'en fait, on rentre dans des choses compliquées, là. C'est qu'en modélisation, dispersion atmosphérique, le système informatique calcule des concentrations pour toutes les heures en fonction des conditions météo, de ce qui se passe sur le scénario d'émissions et tout ça. Et ça donne ce qu'on appelle une distribution statistique des valeurs. Ça fait que si vous calculez, par exemple, 1000 valeurs qui correspondent à 1000 heures, mais en fait, c'est plus que ça parce qu'on le calcule là sur une année complète. 99 ça veut dire que 99 des 1000 heures sont plus petites que le niveau limite qui a été fixé. Et ce niveau limite qui est fixé déjà, je l'ai dit au début, inclut déjà des marges de sécurité. Donc, on n'est pas au moment où il se passe déjà quelque chose chez les personnes. Puis, cette concentration maximale-là, elle est quand même extrêmement théorique parce qu'elle est le résultat de la combinaison de pires situations sur le terrain, de pires situations météorologiques. Alors, on doit être assez prudent. Je comprends aussi votre réserve un petit peu sur le niveau de prudence avec tout l'historique qu'il y a eu de discussion là-dessus. Mais il faut aussi considérer que nous, oui, on considère que le risque est négligeable, mais d'un autre côté, on sait qu'on est quand même assez proche d'une situation, je ne dirais pas problématique, mais la marge de sécurité est plus faible que ce avec quoi on est plus confortable. Alors, c'est pour ça aussi qu'on a demandé que des suivis soient faits et que des correctifs soient mis en place si besoin. Et je pense que Ménarneau avait déjà prévu de faire ces suivis-là en accord avec le ministère. Alors, en tenant compte de tout ça, le fait que la marge de sécurité n'est pas très élevée, mais est encore là, puis que des suivis vont être faits, puis que des corrections vont être faites aux besoins, en considérant tout ça, on arrive à dire oui, on ne pense pas qu'il va y avoir un impact parce que ça va être tellement contrôlé qu'il ne se passera rien finalement. On parle bien de l'effet cancérogène, là, hein? Pour les PM2.5, c'est un petit peu complexe
Parce que les particules, ben, vous avez certainement tous entendu que l'Organisation mondiale de la santé a classé les particules dans l'air comme cancérogènes. Classe 1. Oui, c'est ça, cancérogène pour l'humain, c'est ça que ça veut dire. Par contre, c'est encore très nébuleux parce qu'il parle de particules, mais on ne parle pas trop des tailles de particules, on ne parle pas de la nature de la particule. Une particule, ça veut tout dire et rien dire. En fait, ça peut être une particule inerte de roche, ça peut être une particule qui contient des substances très toxiques, par exemple, à la sortie d'une cheminée, quand vous faites un feu de foyer chez vous, les particules qui sortent de votre cheminée sont extrêmement toxiques. Beaucoup plus toxiques que ce qui peut sortir du routage, par exemple, de la mine. Parce que le routage de la mine, c'est essentiellement des matériaux inertes, c'est de la roche. Avec des métaux. Oui, avec des métaux, mais les métaux sont considérablement moins toxiques que ce qui sort d'une cheminée de feu de bois. Alors, tout ça je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais tout ça pour dire que toutes les particules, suivant leur source, n'ont pas la même toxicité. Et il y en a certaines qui vont être cancérogènes, d'autres qui ne le seront pas. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir des estimations de risque précises pour un effet précis pour les particules. Et c'est probablement pour ça que l'OMS met tant de temps à sortir des valeurs qui permettront de calculer le cancer. Pour l'instant, la valeur ne permet pas de calculer le cancer, mais elle tient compte du cancer parce que la valeur sécuritaire inclut tous les risques liés aux particules. En tout cas, c'est très, très compliqué. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais oui, le risque de cancer est pris en compte indirectement avec le calcul qui a été fait. OK. Donc, indirectement pour les PM2.5. Oui. OK. Je veux juste bien comprendre. Vous dites que c'est des hypothèses prudentes. Je reviens encore là-dessus. C'est votre jugement d'expert. Mais vous êtes très consciente qu'il y a des choses qui n'ont pas été considérées. Puis, dans les mesures de suivi, ça aussi, c'est une vieille chicane avec Ménarnaud. Mais le routage, entre autres, lors de conditions météo défavorables, est-ce qu'on va attendre qu'il y ait des dépassements de normes pour arrêter? Comment ça va se passer? C'est Ménarnaud lui-même qui va décider d'arrêter le transport des stériles. Donc, nous, on a émis des doutes, puis on se dit, une étude de modélisation, c'est là pour prévenir les problèmes. C'est pas là pour dire, il va y avoir un programme de suivi par la suite, puis ça va tout régler, le programme de suivi. Puis votre travail aussi, je crois qu'il est au niveau de la prévention, plus que du programme de suivi. Le programme de suivi, il ne règle pas tout. On le voit très bien à Osisco, ça ne se règle pas, les choses ne se règlent pas. Fait que c'est ça. Je veux juste dire que le programme de suivi, ce n'est pas une mesure efficace qui va nous rassurer. C'est ça, mais je veux quand même réinsister sur le fait que ça ne dépasse pas nos marges de sécurité qu'on considère acceptables, que pour nous, il n'y en aura pas de problème, mais qu'on veut juste s'assurer qu'il n'y en aura pas. Puis, tous les résultats montrent que pour les expositions à long terme, on n'est jamais rentré jusque dans les marges de sécurité. Donc là, on a une très bonne marge de sécurité sur les expositions à long terme. Quand on parle de long terme, on parle de risque d'effets plus graves qu'à court terme. Mais les hypothèses d'entrée sont extrêmement importantes pour tirer une conclusion. Vous êtes d'accord, hein? Oui. Si on prend un scénario conservateur ou si on prend un scénario moins conservateur, puis qu'on ajuste des choses avec des marges moins conservatrices, bien, ça finit qu'on dit, bien, il n'y en a pas de problème. Oui, mais il faut quand même tenir compte que là, on parle des hypothèses prudentes de Genivard. Je comprends qu'il y en a quelques-unes que vous ne trouvez pas assez prudentes. Nous, toutes nos hypothèses sont prudentes, sans exception. Et on tient compte de tout ça. Il ne faut pas oublier non plus qu'on multiplie des hypothèses prudentes à chaque fois. On ne fait pas les additionner, là, on les multiplie. Ça fait que vraiment, on commence à calculer des choses qui sont proches de l'irréalité quand même, là, en termes de risques surestimés. J'ai parlé du routage tantôt, mais l'hypothèse d'Environnement Canada s'applique aussi au taux d'émission des halles de stériles qui ont été surestimées aussi d'après Environnement Canada. Donc, on accumule beaucoup d'hypothèses qui sont moins conservatrices. Alors, il va rester 5 minutes pour les questions, donc... Ça ne sera pas long. C'est pour l'eau potable en tant que telle. J'aimerais savoir si vous avez calculé les THM puis les HA. Les THM et? Les HA. Les HAM?
acide haloacétique et les THM OK. au niveau de l'eau potable. Ben ça, c'est des substances qui n'ont absolument rien à voir avec le projet. OK. Ouais, mais c'est le bruit de fond. C'est des substances qu'on retrouve dans l'eau suite au système de désinfection. Oui, OK. Fait Donc, que non, ça n'a pas du tout c'est été pas- traité. c'est pas votre C'était problème. complètement hors sujet. Oh, merci, madame. Alors, je vais en profiter pour vous remercier d'avoir pris le temps de venir entendre les résultats de l'étude toxicologique ce matin. Nous sommes certains que cette étude permettra de rassurer la population de cette île quant aux impacts du projet minier sur la santé humaine. L'étude est maintenant disponible en ligne sur notre site Internet au www.minarno.com et nous vous invitons, ainsi que la population, à nous contacter pour de plus amples renseignements. Sur ce, je vous dis merci et je vous souhaite une bonne journée.